Azzedine Alaïa. Je feel so strong and powerful. Je me sens fort, avec du pouvoir. We all love Azzedine. Why? Because he's Azzedine. Je fais des vêtements pour les femmes, en pensant toujours à les mettre en valeur au maximum et pour qu'ils soient belles surtout. Mais je fais pas de thème, je pense pas d'une façon précise à quelque chose ou à une idée. Je fais des vêtements en fait. Je suis né à Tunis même. Je suis d'une famille du côté de mon père qui sont agriculteurs, à Siliana. Et moi, élevé chez ma grand-mère et mon grand-père maternel à Tunis même. Je suis né au centre de la ville arabe, à la maison chez mon grand-père, par une sage-femme française, Madame Pinault. Il parlait souvent de cette femme, Madame Pinault, parce que c'était avec elle, il dormait chez elle le week-end, je crois, qu'avec elle, elle lui montrait tous les magazines de Vogue et la Redoute, et ils choisissaient ensemble les vêtements qu'ils voulaient acheter. C'est elle qui l'a inscrit à l'école de Beaux-Arts en Tunis, en disant qu'il avait déjà l'âge, tandis qu'il n'avait pas l'âge. Et c'est avec elle qu'il a commencé à faire des petits dessins. Quand j'étais aux Beaux-Arts, ça m'attirait beaucoup les vêtements. Et je voyais mes tantes quand même broder à la maison. Ça m'a fasciné, c'était une chose qui m'a fasciné. J'avais envie de savoir vraiment comment on les faisait. Mais ce n'était pas un métier que les hommes faisaient en Tunisie à l'époque où j'étais. Je suis arrivé à Paris parce que j'avais envie de faire la couture, après avoir fait le Beaux-Arts. Et je suis arrivé comme beaucoup de gens. Et j'ai commencé chez Dior quelques jours. La seule chose, j'ai vu uniquement un atelier. Mais j'ai appris pendant les 5 jours quelque chose. Déjà, l'atmosphère d'une maison, l'atelier, tout ça, on apprend. C'était les événements d'Algérie à l'époque. Et on m'a pas gardé. Je sais pas pourquoi. Au début, j'ai habité chez la comtesse de Bliger pendant 5 ans. Et je suis très reconnaissant à cette famille parce que pendant cette période-là, un Tunisien qui arrive et que personne ne pourrait le mettre habiter dans l'appartement avec des enfants et tout. Et j'habillais la comtesse de Bliger. J'avais la chambre gratuite pendant que je l'habillais. Donc c'est des échanges qui étaient fantastiques pour moi. C'était en décembre 59. J'avais un copain à l'école du Beaux-Arts, un Tunisien, un très très beau garçon et très drôle. Et moi j'adorais sa drôlerie. Et un dimanche, nous nous promenions
dans le 16e arrondissement. Il me dit, Christophe, je dois te présenter un ami. Il m'amène et on sonne chez le comte et la comtesse de Blégier. C'est Nicole de Blégier qui nous ouvre la porte et elle nous emmène dans la chambre quasiment occupée chez eux. Et au bout d'un moment, Adèle, il dit « J'ai encore un rendez-vous » et il nous laisse seuls à ce dîner, moi. Et comme j'étais un peu gêné d'être dans cet appartement, je dis « Est-ce que vous voulez qu'on aille prendre un thé ?» Et on a pris un thé là. C'était au mois de décembre, donc la nuit tombait assez vite. Je demandais, est-ce que vous me donnez votre téléphone pour que je puisse vous appeler parce que j'aimerais vous revoir. Il était tout à fait, je pense qu'il était du même avis parce que sans histoire, il m'a donné son téléphone. Ça, c'était ma première rencontre avec Astine. C'est extraordinaire. C'est un jeune, Astine et moi. On a rencontré vraiment des gens merveilleux, merveilleux. J'étais tous les samedis, dimanches à Verrières, chez Louise de Villemorin. Et là, vraiment, j'ai fait un apprentissage avec elle énorme. Je l'ai habillée et c'est devenu une très, très, très grande amie. J'ai appris beaucoup ce que c'est l'élégance, vraiment, ou le chic. Je me rappelais de lui, c'était avec n'importe quoi, elle arrivait à faire quelque chose. Peut-être je suis tombé dans des bonnes conditions, dans les personnes que j'ai rencontrées. Ah, vous pouvez crâner. Pour une belle prise, c'est une belle prise. En réalité, c'était avec la pauvreté devient un luxe inouï. Elle mettait pas de col, elle voulait toujours dégager. Et en dessous, jamais de blouse ou de chemise. Elle mettait des petits hauts de chez Repetto, de danseuse. Oui, oui, décolleté V juste au corps. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. Elle n'était pas jeune même à l'époque. Et elle avait quand même un esprit assez actuel. Le cas d'Arletty, c'est que c'est une femme, il n'y a aucune vulgarité chez elle. Aucune. Peut-être elle a ennobli le côté peuple. On avait l'air de se connaître depuis toujours, vous voyez. J'avais habité sa planète, il avait habité la mienne. Et toujours ce qui m'épatait, c'est qu'il coupait, il faisait tout, il cousait le dernier bouton. Alors ça, c'est unique, des gars comme ça. J'ai pas vu beaucoup de couturiers faire ça, moi. Là, il m'a fait cadeau d'un très joli paletot. Tout le monde me parle de mon paletot. Tiens, vous avez votre alaya, vous avez votre... Moi, j'avais rendez-vous avec mademoiselle Cécile de Rothschild pour un essayage. Et elle arrive à l'atelier et elle me dit « Madame Garbeau est là ». Je rentre et je vois Garbeau assise sur la banquette. Et sur ça, moi, quand je l'ai vue, vraiment, j'ai eu le souffle coupé parce que j'ai reconnu que c'était Garbeau. Et je la regardais, je ne voulais pas fixer trop le regard sur elle. Je voyais qu'elle avait une frange, cheveux ramassés avec un caoutchouc, un pull col roulé et les manches qui descendent, et un pantalon, chaussures plates. J'observais comment elle était habillée. C'était vraiment, pour l'époque, c'était fantastique. Ça avait son style à elle. Et elle m'a demandé de lui faire un manteau. Et à l'époque, c'était dans des gabardines raides, courtes, manches petites, étroites et un peu courtes. Et elle voulait un grand, grand manteau, comme un par-dessus d'homme. Et dans ma tête, à l'époque, j'ai dit, mon Dieu, c'est démodé, ce truc, qu'est-ce qu'elle me fait faire? Et je l'ai utilisé plus tard pour moi. Faut
pas oublier que Asdine Alaya a commencé à être ce couturier en chambre très particulière pendant 20 ans, c'est-à-dire la plus belle école qu'il ait faite, c'est cette école des femmes de Louise de Villemorin à Arletty, en passant par la comtesse de Blégier ou Simone Zerfus. Ce sont les femmes qui lui ont appris. Et il disait souvent que la haute couture, c'est aussi un peu une histoire d'orthopédie. Toutes ces années, en fait, de travailler pour des clientes privées, c'est, je pense, la meilleure école. C'est parce qu'elles sont extrêmement exigeantes et elles n'ont pas un corps parfait. Ce sont des femmes qui ont déjà un âge, qui ont déjà un certain âge, ne sont pas des jeunes mannequins de 18 ans. Donc il faut s'adapter, il faut vraiment comprendre la silhouette. Et lui, il voyait tout de suite, il avait un œil de lynx. Il avait vraiment un sens du corps féminin. On fait certains coups pour le derrière. S'il est bas, tu fais d'une façon de le remettre plus haut. J'essaye toujours dans les coupes que ça met le corps en valeur. Mais le vêtement, c'est fait pour ça. Sinon, on ne commande pas des vêtements spéciaux ou la haute couture, c'est fait pour ce genre de travail. Donner un équilibre au corps s'il n'est pas bien. À chaque essayage, tu découvres des choses et tu vois ce qu'elle a envie qu'on ne remarque pas, si elle a un défaut, si elle a une hanche plus forte. Ça, c'est fantastique parce que ça devient une complicité. C'est plus que la robe. Donc, ce qu'on raconte, ce qu'on fait, par moments, ça fait plus que le vêtement. La Maison Alaya, la couture Maison Alaya a été fondée en 1964, quand Asdine et Christophe ont déménagé rue Bellechasse. Et Christophe faisait les étiquettes peintes à la main. Un peintre, Christophe Van Dwijn, et puis Asdine. Asdine, c'est le prénom, hein, Asdine Alaya, qui est un grand couturier. Je crois même que vous pensez que c'est le plus grand avec Courrèges. Moi, je crois qu'avec Courrèges, et peut-être que c'est surtout ma femme qui devrait en parler, mais je crois vraiment que c'est l'homme des proportions. Parce que faire une robe pour une femme, c'est lui construire une sorte de maison à l'abri de laquelle elle se trouve à l'aise, elle se trouve bien. Oui, c'est le point commun entre l'architecture, je pense, et la couture, c'est les proportions. Mais pour moi, l'architecture, c'est un art, la couture, c'est une chose artisanale plutôt. Ouais. Ça s'adresse à des femmes, et surtout à une femme que je dois habiller et qu'elle garde sa personnalité, qu'elle soit à l'aise dans une robe et qu'elle vit dedans surtout. Moi, mon travail, c'est une chose qui s'adresse à une femme. Je ne m'adresse pas à plusieurs... J'ai pas une grande maison de couture pour m'adresser à une masse. Donc, je m'adresse à une femme, je dois penser à elle et surtout qu'elle garde sa personnalité. Je ne veux pas lui imposer une mode à moi. En fait, il n'habillait pas que les femmes du monde, il habillait aussi les filles du Crazy. Donc le Crazy Horse était vraiment, je pense, une école très forte pour lui, parce que je crois qu'il a travaillé à la fin des années 70 avec Bernardin, qui lui a appris beaucoup de choses, qu'il a très bien retenu, c'est-à-dire un buste parfait. Bernardin aimait beaucoup les longs bustes. Il a des très beaux seins, enfin, ça s'arrêtait aux fesses en fait. Les jambes pour lui, c'était pas tellement important. Et donc Asdine me disait toujours le même écart entre chaque bout de sein et le nombril. Donc vraiment comme les statues grecques. Donc très souvent les filles étaient comme ça. Et surtout, il avait cette obsession de la taille marquée, de la fesse relevée. Il a aidé Thierry pour une collection. Thierry lui avait demandé si Asdine pouvait lui faire des smokings. Et il l'a fait. Ça, c'était peut-être un détonateur. Peut-être il avait ce souci aussi de travailler un peu plus pour lui et de le montrer petit à petit. C'est pas venu du jour au lendemain. Quand j'étais rue de Bellechasse, on m'a demandé
si je voulais faire une collection de prêt-à-porter pour Jourdan. Et moi, j'ai jamais fait de prêt-à-porter, je ne savais même pas ce que c'est une collection, ni ce que c'est une gamme de couleurs, mais vraiment rien. Et j'ai fait le manteau de cuir perforé, la jupe de mousseline perforée, des gants et des ceintures. Et ils ont trouvé que qu'ils étaient érotiques. Les vêtements qu'il avait fait pour Charles Jourdan, que Charles Jourdan avait refusé. Et donc c'est les vêtements avec lesquels il est devenu connu. C'était seulement après l'histoire de Jourdan que Ebersdorf avait écrit une lettre à Asdin en demandant de faire un défilé à New York. Et Asdin n'y croyait pas parce que c'était une blague de Thierry Mugler. Et tandis que c'était vrai. Et donc Asdin avait dit, mais moi je n'ai pas une collection. Et Mugler lui avait dit, mais oui, tu as 3 mois et tu peux faire une collection. Et c'est comme ça qu'ils sont partis à New York. Et Thierry était dans les coulisses, l'aidait à faire les interviews, l'aidait à faire les passages. Et là, c'est là où le grand succès d'Asdin a commencé. Et tout a changé. Asdin a été découvert par les Américains avant les Français. C'est-à-dire que les Américains étaient époustouflés de ses robes à zip, de ses vestes en cuir, de ses robes en cuir, de tout ça qui n'existait pas du tout. Donc, ils ont compris. Oh, you are from New York? Oui. Yes. Donc, je vais lui montrer ça comme ça. Oh, that fits perfectly. Je lui donne des talons, les colorés, imprimés. Sur la table, la bleue et les mêmes couleurs. That's great. Alors, c'est les tailleurs qui sont portés avec des blouses, maillots en mousseline. Oh, I love that. Oh, that's wonderful. Is this by any chance what we asked for this is being sold in there? C'est vendu, ça, en Amérique? Le tailleur, oui. La blouse, non. Not the blouse, but the suit. I love the model. Oh, that is just so tight. C'est des blouses maillots. Fantastic. Fantastic. Tu peux me chercher un comme ça. Tu me cherches un. Il en reste plus. Une robe mini. Il en reste Les robes mini dans l'autre caisse. Non, il y en a plus. Les robes mini noires, il y en a plein. Il y en a plein dans une caisse. C'est encore plus long et on peut pas. Plus long comme ça, avec les cuirs, c'est beau. Ah oui, oui, oui. Ça te fait comme oui, ça. c'est plus. Là, c'est riche qu'ici. Oui, c'est plus beau. Oui, on va voir. Oui, c'est plus original En aussi, même temps, oui. En même temps, oui. Ça, c'est pas, tu vois, pour mon cul, c'est. Je sais pas si c'est bien pour mon cul. C'est celui-là, l'autre. L'autre. Ah. Essaye l'autre. C'est bien pour mon cul. Moi, j'aime bien. Oh, c'est beau ton cul comme ça. Moi, j'aime bien. Je vais essayer l'autre juste pour moi. Oh, c'est joli le cuir comme ça. Je sais pas ce que j'ai déjà, mais. Ça se donne de la force. Ah oui. Et là, c'est très féminin, fragile. Avec le. Ça va être divin. Je sais pas, l'aspect couture actuellement, c'est pas pareil pour moi. J'aime bien l'aspect aussi du prêt-à-porter, la façon comment c'est fait. Parce qu'il y a un aspect de la couture, je trouve que c'est pas. Il n'est pas actuel. Mais pour moi, le prêt-à-porter, il peut être aussi raffiné que la couture. Et nous voilà avec Asdin. Chez lui, dans sa petite roue, on a filmé bien. Hein? C'était très différent. Très, très différent. Alors, tu dois me donner deux réponses à deux questions. Qu'est-ce que tu utilises comme tissu cette année? Que des cotons. Coton et cuir. Et rayonne. 3 matières. Oui. Et le crocodile, j'ai vu aussi. Et le crocodile, exactement. Ça coûte cher, le crocodile? C'est un peu cher. Et ton silhouette, c'est comment? Elle est plus souple.
ample, souple, mais on voit le corps quand même. Le corps toujours est présent. Tu aimes beaucoup le corps. Tu aimes beaucoup le corps de... C'est très important avec la vie moderne. Le corps est important. Et tu fais de la mode, on dit la mode dans la rue. Qu'est-ce que c'est la mode dans la rue? Parce que maintenant, ça existe. C'est vraiment la mode est que dans la rue. C'est pas comme avant où c'était une mode pour des femmes assez réservées, pour des salons, des choses. Maintenant, non. C'est la mode est pour la rue. Tu veux ajouter quelque chose encore? Non. Merci. Merci bien, Asdine. C'était très différent. How do you say, amusante. C'était très amusante, hein? On est bien passé. Depuis plusieurs semaines, rédactrices et acheteurs se bousculent pour voir la dernière collection d'Asdine Alaïa, qu'il préfère présenter chez lui, simplement, sans effet de podium. On entend le parquet grincer, il n'y a pas de musique, on sort comme ça, donc c'est assez... on sort d'un coup, on a les gens tout proches. Mais c'était pas mal, en fait, parce que c'était... D'abord, c'était la plus belle cabine de Paris, on peut le dire, tous les grands mannequins étaient là. Les grands mannequins défilaient pendant 3 jours, 3 défilés par jour gratuitement, juste pour avoir les vêtements Alaïa. Donc c'est dire l'importance qu'avait Asdine. Mira, tu veux un chapeau? Tu veux un chapeau? Il te faut un chapeau, tu crois? Non. Oh. Allez, un chapeau. Bonjour, Corinne. C'était très étonnant, donc il se passait comme une sorte d'osmose entre toutes les filles. On dormait par terre, on attendait nos essayages à 3h du mat, toujours rien. Il y avait Elle Macpherson qui était entièrement nue sur le bout de la table à attendre des trucs. Donc, il y avait le mec qui venait livrer les cuirs et qui était là, et Asdine qui lui disait « Baisse ta tête, Charles, baisse ta tête !» Et elle était comme ça, donc ça faisait quand même un peu des émotions pour tous les gens qui débarquaient dans le studio. Il faut savoir qu'au même moment, il y avait une sorte de mode très large. Et Asdine, tout à coup, c'était un retour au corps sexy en diable. Alors, ça a été tout de suite un grand succès. C'est quand même le premier qui nous a mis dans des fuseaux, dans des leggings, dans des pièces qui étaient avec du lycra, parce que c'était le premier à mettre le lycra dans des vêtements qui étaient des vêtements de jour. Tu bouges bien? Parce qu'il faut qu'elle bouge. Parce que c'était une époque dans les années 80, il y a un changement. C'est venu la mode des salles de gym. Les gens, ils ont commencé à prendre conscience de leur corps. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire que quelqu'un, quand il est jeune, c'est le moment où il peut faire tout.
Et que c'est très court, c'est des périodes très courtes. Alors j'ai essayé vraiment de pousser les femmes dans une direction. Quand on a un corps qui est bien, quand on est jeune, il faut le montrer. Shapemaker Asdine Alaya, the Paris designer who shows a body best. Asdine sculpts material for ultimate shape and curves. Asdine has always tailored a body-conscious silhouette, and this fall the shapely silhouette is making fashion headlines. His attention to detail and eye for the human form are the Asdine Alaya signature. Et avec lui, on a bonne conscience, quoi, parce qu'on peut enfin être excité et savoir que c'est de bon goût et que c'est beau. Alors d'habitude, c'est quand même un peu douteux, et lui, il a cette magie. Même il est à la hauteur des croupes, comme ça, et je pense que depuis qu'il est tout petit, il a quand même vu les fesses des femmes mieux que les autres, quoi. Because there, you just get straight. You know, you can see a little bit of bulge on the back. J'étais intéressé toujours par la coupe, parce que même au début, quand je pensais au dessin du vêtement, je voyais en face et j'essayais de tourner autour, je fais à plat un truc, je dis bon, si la couture est là, donc je dois suivre le corps, le dos il doit être comme ça. Et j'essayais de voir comme peut-être cette formation des beaux-arts, où quand on fait de la sculpture, on nous apprend de tourner autour. C'est pas comme une peinture, comme un dessin. C'est pour ça que dans la mode, le dessin, je fais vite un petit dessin pour me rappeler de l'idée. Je dessine même très peu. Je commence sur un mannequin, les mannequins en bois pour une toile démarre. Ensuite, sur des vraies personnes. Parce que la création, il faut travailler. Moi, je ne crois pas beaucoup. Les idées, comme ça, ils viennent comme ça. C'est qu'au travail, quand on est vraiment avec la matière, le tissu, le corps vivant, avec les femmes, les choses se font. Un Oscar pour Asdine Alaya. Il ne veut pas venir. Allez, emmenez-le, Grace, emmenez-le. Le suédois de Grace Jones, là. Asdine, venez, venez. Oui. Voilà. Voilà. Pour remettre le prix de la Woolmark, nous allons appeler une des plus belles femmes du show business américain, la sublime Cher. Voilà. L'Oscar du créateur, du meilleur créateur de l'année. And the winner is Asdine Alaya.
On reconnaît un travail, mais à la même période, il y avait comme des garçons. Il y avait Jean-Paul, il y avait qui sont au même niveau. C'est bien et c'est en même temps... Moi, c'est pas mon truc, ça, je m'en fous complètement. Je préfère que les femmes portent les vêtements que d'avoir un petit Oscar à l'opéra. Parce que tu sais ce que c'était? Cette bande-là, elle aurait été cousue ici. On aurait bandé la tête avec. Non, ça bloquait complètement le chapeau. Non, ça bloque pas. Si. Non, ce serait tombé, Farida. Ce qu'il faut l'attacher, c'est de là. Comme ça, de là. C'était très surprenant pour moi de voir un homme d'origine maghrébine évoluer dans la couture. Et en même temps, tellement à l'aise et tellement... Il y avait peu de gens des mêmes origines que moi. Et en réalité, il a pris une place de maître, en fait, dans la couture, parce que c'était vraiment un maître de la couture. Mais c'était tellement génial de rencontrer quelqu'un si proche de moi et qui soit dans la mode à ce niveau-là. Ça m'a fait... On est devenus amis tout de suite, très vite, très vite. J'ai défilé tout de suite pour lui après. Surtout, ce qui était très étonnant, c'est qu'on soit tous les deux d'origine d'Afrique du Nord et qu'à ce moment-là, il y avait un mouvement avec la marche des égalités qui est parti de Lyon et des Minguettes, d'où je venais moi. Donc il y a eu le mouvement qu'on a appelé le mouvement Beurre. Et donc Asdine était là, donc le roi de la couture à Paris. Et moi, j'étais mannequin à cette époque-là. Donc tout ça a matché incroyablement. C'est-à-dire que c'était un concours de circonstances très étonnant qui a beaucoup inspiré Jean-Paul Goude. La seule vraie star arabe de l'Occident, c'est Asdine Alaya. Notre amitié était basée sur des projets. Un projet d'abord de photo, j'avais besoin de ses vêtements, et puis surtout, je le trouvais attachant, et tellement attachant que je le voyais comme un héros, pas de bande dessinée, mais un héros de... Oui, pourquoi de bande dessinée? Bien sûr, mais surtout de film. Et Farida voulait être actrice. Je me suis dit, quel couple extraordinaire. Asdine, Farida, c'est un couple magique. Les autres veulent danser. Mais plus que j'ai des dettes, plus que je suis bien et je peux travailler. Sinon, si j'ai pas de dettes, je travaille pas. J'arrête et je retourne dans un endroit et avec un peu de tomate, l'huile d'olive, et je suis tranquille. Mais pour l'instant, il faut que je paye ces dettes. Il y a beaucoup de dettes là. J'avais une admiration pour Asdine. Sans borne, moi personnellement, j'aurais été mort de peur de m'engager financièrement comme ça. Et tout. Mais lui, il n'avait aucune crainte. Moi, je suis allé le plus tard possible au hammam avec ma grand-mère, avec ma mère, c'est vrai. Et on allait ensemble, toutes les femmes, avec tous les enfants. Et pour nous, c'est une fête. Et on voyait ça, c'est très naturel. J'avais pas vraiment un regard quand on voyait même les femmes nues ou une chose comme ça, même tardif. Je trouvais que c'est parce que c'était du début de l'enfance. On est habitué, même jusqu'à maintenant. Quand je pense à mon enfant, je me suis demandé comment ça se fait
que cette période, quand même, où vraiment, dans les pays arabes, c'est fermé. Nous, on était libérés totalement. On voyait les tentes nues. Ma grand-mère, elle avait toujours les seins à l'air. L'été, avec un tricot, le sein sortait de côté. Moi, je la pinçais. Je me suis demandé tout le temps cette liberté qu'ils avaient eue dans la famille. Il n'y a rien qui vous choque? Non. Tout dépend comment on voit les choses. Parce que je vois avec beaucoup de pudeur et discrétion. Et comme je mets les femmes au plus haut, donc vraiment pour moi, c'est... le problème est réglé. Moi, je me suis fâché beaucoup avec des réalisatrices de mode, surtout américaines. Et très souvent des hétéros, d'ailleurs, des mecs surtout. Ah ouais, Asdin, on adore les talons, les gros nichons. Pour moi, c'est pas Asdin. Naturellement, c'est la partie vulgaire, même pas vulgaire, qu'on peut vulgariser. Mais non, c'est bien autre chose, Asdin. Faut retourner les vêtements pour voir à quel point c'est magnifiquement fait. C'est des œuvres d'art. Quand on voit votre mode, on a un mot qui vient à l'esprit, c'est sexy. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est le mot sexy, vraiment. Il y a une manière d'utiliser les formes de la femme, vous les mettez en valeur. Mais c'est les formes de femmes, sont des vraies femmes. Je trouve en suivant, en avançant, on peut se couvrir. En vieillissant. Vieillissant, c'est... Non, chacun, il sait comment faire en suivant sa façon de vivre, son tempérament, comment il est. Tout dépend des personnes. Vous pouvez habiller n'importe quelle femme. J'espère. Il faut que les femmes eux-mêmes soient disposées à porter. Et vous avez l'impression que ce que vous faites est très différent de ce que font vos confrères? Je m'en occupe pas du tout. J'essaye de faire ce que je peux faire, c'est tout. Et vous pourriez arrêter? Si ça va plus, il faut bien savoir s'arrêter, je pense, nécessaire presque. Là, c'est vraiment pas le moment de dire ça, parce que vous avez réussi de manière formidable, vous vous agrandissez, vous avez de nouveaux locaux, ça marche formidablement. Qu'est-ce qu'il faut se passer de grave maintenant? Remarquez, même si ça s'arrête tout de suite, ça ne me gênerait pas du tout. Vraiment? Non, vraiment. Là, vous pensez déjà à la prochaine collection? On a commencé, oui. Mais je sais pas ce que ça sera, non. Je sais rien du tout. Et ça vous inquiète pas de ne pas savoir Non, pas du tout, parce que comme dans ma tête, si je peux faire 2 vêtements, ça va. Si je fais un, tant pis. Si je fais 10, tant mieux. Alors donc, ça ne me gênerait pas. C'est pour ça que je n'ai pas des obligations. Mais vous n'imaginez pas un jour que la marque Alaïa, ça pourrait être comme
la marque de certains de vos confrères, quelque chose qui couvre tout un tas de produits dans le monde. Non, ça, non, j'aimerais pas tellement. Pourquoi? Pour moi, je pense, pour moi personnel, j'aimerais pas. Il y a certaines choses que j'aimerais pas faire. C'est pas la peine d'en faire trop. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y avait eu la mort de sa sœur, qui l'avait beaucoup frappé. Et il se sentait toujours un peu coupable de ne pas être beaucoup occupé d'elle. Il y a eu la mode qui avait changé. Et lui, il y a eu un moment qu'il pensait que tout était devenu minimal. Et il pensait que c'était, moi, le moment de prendre un recul. Quand il a perdu sa sœur, il s'en est tellement voulu de ne pas avoir été assez proche d'elle quand elle était malade parce qu'il travaillait sur son défilé et tout ça, et il se l'est fait payer très cher. Et il a cessé de faire des défilés. C'était pas sans risque. Mais je crois qu'il le savait. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il l'a payé très cher. Ben, ils attendront, ils m'attendront. On ne fait pas attendre les grands magasins parce que c'est comme ça, je veux dire. Sa boutique a fermé à New York, la boutique que Jacqueline Schnabel avait ouverte à cause de ça, parce qu'elle n'avait pas les vêtements, les trucs n'arrivaient pas, donc on peut pas, personne ne peut se permettre ce rythme-là. Je crois qu'en fait, ce refus qu'il avait du système de la mode était parfois aussi un peu involontaire. Il y avait, si ce n'est une forme suicidaire pas dans son travail, dans la manière de le mener, en tout cas, parfois une forme inconsciente que ça puisse s'arrêter. En travaillant au studio avec lui, je me suis rendu compte de la difficulté que c'était, que là, il gagnait vraiment plus de fric, qu'il avait beaucoup de dettes, que en fait, c'était que il était revenu au point de départ, c'est-à-dire à faire des clients privés. Oui, la maison était redevenue petite. Il y avait très peu de monde, mais il y avait toujours ses fidèles à côté de lui. Et bon, c'était fait une raison d'être. C'était devenu notre façon de vivre à nouveau. Tout le monde disait qu'il ne travaillait pas et qu'il avait arrêté, c'est absolument faux. Il continuait à travailler, il travaillait sur des pièces très compliquées, sur des pièces de tailleur, sur des pièces compliquées qui demandaient énormément d'attention. Quand on a fait déjà 20 collections les unes après les autres, la joie, l'émerveillement n'est plus tout à fait la même. Mais je pense qu'est entré en ligne de compte des formes beaucoup plus intimes qui vous font apprécier la vie. Les robes de bonne sœur, ils m'ont toujours fasciné. Parce que de plus, je trouve qu'ils sont très sexy. Moi, je suivais les sœurs quand je les voyais à Tunis. Surtout l'été, quand il faisait chaud, ils avaient les cornettes et ils avaient l'ombre. Et ils sont blanches, ils ne sont pas bronzés comme tout le monde qui est noir dans la rue. Eux, ils restaient le teint blanc. Et tu vois que les pieds dans les sandales bronzés, comme des chaussettes, ça faisait le bronzage dans les pieds. Et moi, j'adorais de voir qu'avec les sandales, les doigts de pied et les longueurs de robe à la cheville. Et le balancement, quand il marche, tous les plis du dos, je trouvais très très beau avec les cornettes qui bougeaient avec le soleil. C'était pour moi vraiment le comble de l'élégance. Je trouve tout ça esthétiquement, c'est bien fait comme costume, comme étude de vêtements religieux. Parce que ça impressionne et en même temps vous êtes attiré. C'est des choses que le cerveau, peut-être, il enregistre, l'œil, tout ça, et ça finit par faire quelque chose. Mais il avait tellement de choses encore à dire et à faire qu'en 99-2000, avec Prada, il a recommencé. Et de là, je pense, Asdin a eu ce qu'on appelle une deuxième période d'énorme succès de Prada après Richemont, qui lui ont permis de s'exprimer complètement. Et moi, je pense qu'on peut vraiment parler d'une première période Alaïa, une deuxième période Alaïa,
Et je ne sais pas laquelle elle est la meilleure, les deux sont fantastiques. Et une plus belle que l'autre. Peut-être la deuxième partie, encore plus couture, encore plus parfaite. Il y a eu quelques défilés qui font date après 2000, ici, où on a vu que ça lui plaisait, 2 semaines après les Fashion Week, de donner la leçon aux autres. Il voulait qu'on sache qu'il était le plus grand couturier, que lui seul savait faire les robes. Et en effet, lui seul savait couper, assembler, monter une robe, quel que soit le degré de complexité qu'elle avait. Mais à partir des années 2000, c'est devenu à force de pratique invisible. Et donc c'est devenu plus haut, plus magistral. Les robes sont devenues des cathédrales, mais où la couture ne se lisait presque plus. C'est une forme d'abstraction de lui-même par une grande maîtrise technique et aussi par un oubli un peu de le revendiquer. Et en même temps qu'une reconnaissance des nouvelles générations. C'est une grande période, très riche, beaucoup plus variée créativement et qui ne le muséographie pas dans son style, mais l'accompagne d'un souffle, vraiment. Ce que je disais toujours à Asdine, il y a tellement de choses qui sont intemporelles chez toi, et il n'y a pas de raison de faire toujours de nouvelles collections. En tout cas, lui, il ne voulait pas. Donc. Et donc, on a fait cette collection qui s'appelait Les Intemporels, qui ont permis de faire une distribution plus à l'heure. Mais c'est vrai que quelquefois, pour arriver à faire que les choses fonctionnent, parce qu'il fallait quelquefois les faire fonctionner malgré lui, enfin d'un point de vue business, il fallait jamais faire des choses dans son dos. Jamais faire des choses dans son dos, jamais faire des traficotages. Et j'étais obligée quelquefois de faire des choses dans son dos pour faire que les collections sortent, pour faire que les clients viennent. En termes techniques, il a énormément révolutionné avec la maille. L'univers de la maille est un univers... il lui est apparu un univers presque sans limite technique. Et il a fait faire des machines, il a travaillé avec des constructeurs de machines, il a travaillé avec les filateurs. Puis la manière dont les robes bougeaient, justement, parce que justement, ces matières Alaïa, on pouvait danser pendant des heures, tout virevoltait. Et c'est parfois le matériau lui-même qui fait sculpture. La couture, après, n'est pas forcément toujours d'une grande technique, c'est pas de cela dont il s'agit, mais il y a en effet cet appel, ce goût pour les matériaux. Il est sculpteur, il le reste tout le temps, c'est la matière qui conduit. Et je l'ai entendu parler de la naissance de robes à partir de la naissance d'un tissu, comme Gray disait toujours que c'était le tissu qui décidait de la robe qui allait naître, c'était pas elle. Ça, c'est une attitude de sculpteur avant tout. Qui reconnaît dans la matière ou dans les matériaux la forme qui va advenir. C'est la mode qui m'a choisi. Et la mode, elle a dû se dire, celui-là, il vaut mieux qu'il fasse la mode, il sera plus doué que la sculpture. Si j'étais un sculpteur minable, ça ne vaut pas la peine. La coupe était extrêmement importante, la perfection de la coupe. Il pouvait passer des années sur la même veste. Il a pu refaire une veste 60 fois. Marche. Les pointes, c'est bien. Tu aimes la robe? Non. Asdine disait toujours que quand il avait une idée par an, il l'attrapait au lasso, il tournait autour, il travaillait. Comme les artistes, vraiment, il avait, je pense, un vrai processus de création identique aux artistes, mais je dirais davantage, en s'éloignant un peu de l'œuvre, qu'il avait aussi ce chemin de solitude
qui le réunissait avec les artistes qu'il a appréciés. On n'est que de passage. Moi, j'occupe le lieu, mais je ne suis jamais, mon idée, jamais ni propriétaire, ni attaché aux choses. Les avions privés, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Mais être le meilleur dans son travail, oui. Il avait le sens de la postérité, je pense, vraiment. Et sous ce portrait de l'homme humble, modeste, il y avait un sentiment très fort aussi de sa postérité, de son œuvre. Parce qu'il a une œuvre, il savait bien qu'il avait une œuvre et qu'on n'arrive pas à maîtriser ainsi la technique sans avoir le sentiment d'une œuvre. C'est faux. Et ça, c'est pas de la modestie, c'est juste le sentiment juste de soi. Moi, je voyage sur mon tabouret. Tout le monde passe et j'écoute. Je passe plus de temps à écouter que travailler. Je travaille le soir. Quand je fais les choses, je n'ai aucun regret ni les souvenirs sont présents. J'ai pas effacé aucun souvenir. Là, je l'ai effacé depuis longtemps.